J'avais envie de te poser une première question courte, vu que tu as travaillé sur une définition de la démocratie. C'est, Oui. est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, nous sommes en démocratie? Non, pas de blague. Si, c'est-à-dire on est dans une... les formes humaines sont toujours des formes métisses, hein. Donc on est dans une forme de démocratie qui est encore forte en tuilage avec l'Ancien Régime. C'est-à-dire il y en a quelques-uns qui savent, les autres ignorent. Ceux qui savent s'appellent des élus, par exemple, hein. Eux-mêmes appuyés sur d'autres qui savent. On fait beaucoup de sachants, beaucoup de sachets, hein, et qui sont des experts. Et donc, au nom de cette capacité supposée, on reste dans une démocratie capacitaire, c'est-à-dire une démocratie qui prive les citoyens de leur capacité d'intelligence du monde. Cette intelligence du monde se résume à un acte dont on sent bien tous intuitivement qu'il est aussi fondamental que creux, qui est le geste électoral. Il est fondamental, bien sûr, pour fonder un état de droit, mais il est creux parce que la distance représentative est un abîme et que personne ne peut croire légitimement, quelle que soit la qualité de l'élu. Ça pourrait être nous, hein, imaginons on en avait mieux, dans la salle là. Voilà. Personne ne peut croire que quelqu'un puisse représenter quelqu'un d'autre durablement au nom d'une vision du monde qui, dans un monde aussi complexe et mouvant, ne peut pas être stabilisé. Donc, on a besoin de démocratie continue et de démocratie approfondie. Certains appellent ça l'exigence des droits culturels, c'est-à-dire des dimensions culturelles, des droits économiques et sociaux et des droits civils et politiques. Alors tu appelles ça l'Ancien Régime, un peu, c'est cette inégalité qu'il va y avoir dans les légitimités, la répartition des savoirs. D'où vient cet Ancien Régime qui l'a imposé? D'où ça vient, ça? Non, enfin, l'Ancien Régime, on connaît. Je veux dire, l'Ancien Régime, ce sont les formes qui précèdent l'État de droit, hein, ou qui ramènent l'État de droit au patriarche, ou qui le ramènent à Dieu, ou qui le ramènent à toute source de légitimité qui n'est pas partagée, qui n'est pas construite par, pour et avec le peuple. Donc l'Ancien Régime, ce sont les régimes qui nous précèdent et dont le travail démocratique, dont l'exigence démocratique tente de nous arracher. Et bien, cet arrachement prend du temps. Il prend du temps d'abord dans nos têtes, hein. Albert Jacquard disait ça très joliment quand il disait nous ne sommes pas capables d'accepter l'égalité des êtres humains, leur égalité initiale. Et il dit le dernier refuge du racisme, mais donc c'est pas le racisme de Le Pen, hein, c'est notre racisme, c'est un peu plus grave, un peu plus sérieux que ce clone, hein. C'est clone triste, c'est donc le dernier refuge du racisme, c'est la croyance dans l'inégalité d'intelligence. La croyance dans l'inégalité d'intelligence. Et donc il est extraordinairement difficile de s'arracher de cela. Et c'est ça l'enjeu d'une démocratie approfondie. Et ici, dans les journées dont on participe ici à Bordeaux, organisées par les étudiantes et les étudiants du master, ça s'appelle l'enjeu d'un exercice généralisé et tellement plus égal des droits culturels. D'accord. Du coup, moi, ce que j'ai envie de te poser comme question aussi, c'est un peu la prégnance du système économique dans ce contexte-là. Ah, oui. Donc, ça j'ai raconté de la manière suivante tout à l'heure. Je me référais à une conférence qu'Alain Touraine a prononcée en 2006 en Belgique, qui s'appelait « Comprendre le monde d'aujourd'hui ». Il disait, pour comprendre le monde d'aujourd'hui, nous devons nous intéresser d'abord à la notion de paradigme. Le paradigme, c'est la manière dont une société se représente, son centre de gravité, et donc là où elle fait conflit, là où elle se divise, et donc là où se fait l'essentiel du travail d'expression, d'analyse et de délibération des contradictions avant qu'on les arbitre. Hein. La fameuse définition de la démocratie. Voilà, reconstruite en référence aux travaux de Ricoeur. Et donc, dit-il, dans un premier temps, la charnière du XVIIIe et du XIXe, donc au moment de la Révolution française, l'épicentre est le champ politique. Il s'agit de sortir de la monarchie et d'entrer en République. Bien. Et donc la question qui est au cœur du débat sociétal, c'est qui a le pouvoir ? Qui prend le pouvoir et dans quelle forme? Bien, on croit résoudre le problème, on dit le pouvoir est désormais au peuple, enfin on va essayer. Ça s'appelle le début de la République, rapidement contrarié par
les violences intestines que l'on connu, et puis l'Empire, et puis les guerres, etc. Mais on saute quelques années, on se trouve en 1848. Lamartine monte à la tribune de l'Assemblée nationale, un député de gauche, hein, Lamartine, le poète, et il dit pourquoi, diable, avoir le droit de vote, à quoi ça sert si on n'a pas de pain? Et donc il pose la question de la mise en tension de la démocratie politique, qui gère la question du pouvoir, de l'État, et de la démocratie économique, qui est en fait non pensée, impensée. On tâtonne, hein, on essaie des manufactures, enfin les premières entreprises publiques, pour résoudre déjà la question du chômage de masse, liée aux déportations elles-mêmes emportées par l'industrialisation. Et Jacques Donzelot, dans l'invention du social, dit, faute de pouvoir résoudre la question du pain, hein, c'est-à-dire de la démocratie économique, on invente le social. On invente une nouvelle catégorie du réel, qui est le social. Alors ça va durer au moins un siècle, et donc le centre de gravité de la société, dit Touraine, se déplace. Il se déplace du politique vers le socio-économique, c'est-à-dire vers le conflit capital et travail, plutôt que le conflit entre conservatisme et libéralisme. Ce conflit entre capital et travail, comme tous les conflits qu'on ne voudrait pas mortels, cherche les formes de ce conflit et puis cherche les formes du compromis. Ce sera au prix de grèves parfois sanglantes et de conquêtes de droits sociaux progressives, sédimentées, etc. Ça donnera le compromis social-démocrate que la Deuxième Guerre mondiale permettra de faire mûrir dans les cendres. Et donc, effectivement, le gouvernement de la libération chez vous comme chez nous est un gouvernement qui accouche de la sécurité sociale, pas de la sécurité économique ni de la sécurité culturelle, mais de la sécurité sociale. Et donc, ça veut dire qu'on range la réalité en deux colonnes, ce qui est économique sous l'autorité patronale, ce qui est social, et qu'on va discuter. En Belgique, on dit se concerter, piano syndical, violon patronal, pour aboutir à une partition orchestrale commune. Ça permettra au développement social d'alimenter la croissance économique, pense-t-on. Et pendant 30 ans, on peut le penser. Évidemment, ce qu'on ne voit pas, c'est les contradictions qui s'accumulent. Vers 68, 69, 70, elles s'accumulent tellement qu'il se passe quelques affaires conflictuelles en France. Je ne parle pas tout de suite de mai 68, je parle d'abord de grève de l'occupation de l'Ypres, par exemple, dans lequel on entend des choses capitales portées par le mouvement ouvrier et qui sont pourquoi continuons-nous à perdre notre vie et la gagner. Ah, là, le conflit socio-économique qui est en train de se casser la gueule. C'est-à-dire la manière, l'épicentre de la société ne se reconnaît plus. Le développement social, si c'est pour perdre notre vie, on n'y croit pas. Et donc on constate quoi, dit Touraine? Il dit, on constate qu'il manquait une dimension qui n'a jamais été négociée, qui est la dimension culturelle. Donc le mouvement ouvrier, à force de négocier, a fini par adhérer au capitalisme et a accepté simplement de partager le capitalisme. Ce qui est, on appelle ça un oxymore, partager le capitalisme. Ça peut. Pas possible. Pas possible. Ouais. Et donc, c'est ce qu'on appellera la crise. C'est pas, la dimension pétrolière de la crise n'en sera que le révélateur. La crise, c'est effectivement les contradictions d'un mode d'organisation du travail, les contradictions d'un mode de développement, les contradictions d'un mode de vie industrialisé, tertiarisé et urbanisé, comme on le voit ici, c'est-à-dire zoné. Hein. Et ces contradictions s'accumulent et elles permettent aujourd'hui à Touraine de dire « Ah, je vois un troisième paradigme. Le conflit n'est plus seulement socio-politique, il n'est plus seulement socio-économique, il est socio-culturel. Et donc il concerne le sens que l'on peut attribuer à la vie sociale, le sens qu'on peut attribuer ou ne pas attribuer au travail, le sens qu'on peut attribuer ou qu'on peut ne pas attribuer à la production sociale qui sort du travail. Et on en est là. Alors, pour complexifier un peu, donc tout ça, pourquoi on n'est pas sorti de l'Ancien Régime, on en est là, oui, pour complexifier, avec l'enseignement de l'historien Fernand Braudel, historien du capitalisme, et qui nous dit attention, les époques ne se succèdent pas, elles se sédimentent. Donc le conflit politique est toujours là. Mais dans quel état? Le conflit socio-économique est toujours là. Mais dans quel état? Et le conflit
culturel, le conflit socio-culturel, on va dire, c'est-à-dire le conflit à l'intérieur de la société à propos de la culture, pas la culture, les beaux-arts, hein, à propos du sens de la vie sociale. Ce conflit-là, on n'en connaît pas encore les formes, on n'en connaît pas encore les forces, on n'en connaît pas encore même les acteurs. On le pressent, on en voit des miettes. Dans ces journées-ci, on discute de ces miettes, des symptômes, des prémices. D'où le retour à l'exigence, le renouveau de la réflexion, de la dynamique de réflexion collective autour de l'éducation populaire, d'où aussi, à certains endroits, des initiatives qui tentent d'habiter la notion d'université populaire, à l'endroit même, parfois, de la survivance de la plus extrême des féodalités, qui est le pouvoir universitaire. C'est l'endroit le plus invraisemblable, c'est-à-dire celui où le savoir ne se discute pas. Ouais. C'est ça la définition de l'université. Parce que moi j'aimerais revenir sur ce que tu parles du compromis là, qui a été fait à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Ouais. Ce compromis aujourd'hui est remis en cause. C'est-à-dire tout ce qu'il a fondé, c'est-à-dire la sécurité sociale, les retraites, etc. Justement, on va dire que... Il est attaqué, dans ses bases. Il est profondément attaqué, et s'il est si mal défendu, c'est parce qu'il est difficile d'y croire, tout simplement, tant qu'on n'ajoute pas la troisième dimension, qui est la dimension culturelle. Donc si on n'enrichit pas le conflit socio-économique de la question du sens du travail et de la question du sens de la production sociale, si on ne pose pas la question pourquoi perdre notre vie à la gagner, pourquoi gagner notre vie à la perdre, si on ne pose pas cette question-là, les gens sont beaucoup trop intelligents et beaucoup trop cultivés pour aller croire aux âneries d'un compromis social-démocrate tout à fait essoufflé. Alors ça explique évidemment la difficulté du renouveau du socialisme en France, tant qu'il ne comprendra pas qu'il faut poser les questions autrement qu'en termes de pouvoir politique et de distribution sociale. Il faut les poser en termes de signification culturelle. Oui, c'est-à-dire qu'il y a tout le monde qui dit que... beaucoup de monde en tout cas qui dit aujourd'hui que le Parti socialiste, enfin toute cette doctrine social-démocrate apparaît aujourd'hui assez vide en fait, c'est-à-dire qu'elle essaye de mettre des mots qui veulent essayer de masquer la réalité en fait. Oui, mais c'est d'autant plus consternant évidemment que les souffrances sociales sont plus à vif que jamais. La faillite du compromis, elle met à jour des cimetières et des ciels de souffrance sociale. Donc c'est... La situation est extrêmement difficile. Et donc, dans cette souffrance, effectivement, la recherche de réassurance est évidemment féroce. Je veux dire, à partir du moment où on n'invente pas les formes qui permettent aux intelligences collectives de s'incarner, donc les formes d'une démocratie approfondie, la situation contemporaine de perte de récit, de perte de référentiel durable de la représentation du monde, fait qu'on cherche à retourner à l'ancien régime. Le succès du vote du Front National ne tient pas à la qualité de ses thèses, il tient précisément à la mauvaise qualité de ses thèses, c'est-à-dire, au patriarcat, au sexisme, au racisme, au nationalisme, c'est-à-dire à tout ce qui nous empêche de penser, en fait. Mais c'est ça donc qui explique son succès. Tandis que les autres, effectivement, pâtissent cruellement de ne pas avoir des mots pour désigner l'ordre du réel, ou plutôt le désordre du réel. Moi, ça me parle pas mal de ce que tu dis, parce que pour le voir, tu vois, quand on va militer comme ça, tout ça, on voit bien que des fois, les contraintes ne sont pas tant des contraintes matérielles en termes de répression, de moyens économiques pour faire rien, etc. Mais que souvent, elles sont des... il y a souvent une certaine forme d'autocensure, une sorte de défaite acceptée par avance, tu vois, qui est d'ordre culturel. C'est-à-dire comme si tu disais un peu, on n'y croyait pas. Alors que cette dimension culturelle, elle fait partie du mouvement ouvrier. Il y a le mouvement des bourses du travail ici, en France et tout ça, et c'est ça qui a fait sa force aussi. Tout à fait, l'invention même du mouvement ouvrier, la création du syndicalisme, la création du mutualisme, la création de l'économie sociale, c'était des créations culturelles. Alors syndiqué, syndicale, et en latin comme en grec, syndico, c'est parler ensemble, c'est ça que ça veut dire. Donc le mouvement ouvrier est le fruit de la dimension culturelle de l'action collective.
Effectivement, il était nécessaire pour construire un conflit d'imaginer un autre monde. Il reste aujourd'hui indispensable pour construire un conflit d'imaginer un autre monde. C'est-à-dire de reconnaître que l'essence du conflit est de ne pas accepter la définition du monde qu'en propose l'autre. C'est ça. Si on entre dans la définition de l'autre, on y joue selon ses règles. On y joue selon ses règles. Et donc c'est ce que le mouvement ouvrier a progressivement perdu sans le savoir. Il a progressivement perdu sa culture, sa capacité culturelle. Et c'est marrant parce qu'avec le temps, il a même perdu le goût des œuvres. Hein, il était un temps où dans les œuvres du mouvement ouvrier, on trouvait les œuvres. On trouvait des artistes en résidence. Moi, je me souviens d'avoir encore assisté, c'était en 85, aux rencontres nationales de la création et du monde du travail. On m'avait demandé de faire la synthèse à la Villette. C'était encore les conseils d'entreprise, les œuvres culturelles des conseils d'entreprise, qui abritaient notamment des résidences d'artistes impliqués dans les luttes sociales, comme l'écrivain, comment il s'appelle, il a écrit Entre deux mondes, il a fait une résidence dans le journal Le Monde, au moment où le monde changeait de technologie et changeait de lieu de travail. Hein. Bernard Noël, Entre deux mondes. Ouais. D'accord. Parce que du coup, moi, ce que j'ai l'impression, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même un enjeu, enfin, la difficulté que je vois, moi, en France, et c'est une difficulté culturelle, là, pour le coup, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a une jonction qui a du mal à se faire entre des groupes sociaux, alors, je sais pas, je pourrais parler des classes populaires, du prolétariat, enfin, on appelle ça comme on veut, et de la petite bourgeoisie intellectuelle qui va être dans les milieux professionnels de la culture, etc., etc. Et que ces barrières sont souvent matérialisées par une sorte, je sais pas, c'est ce que Bourdieu appelait le racisme de l'intelligence, à ce côté, genre, oui, tout à fait. C'est tous des ignares, enfin, tu vois. Oui, tout à fait. Et donc ce manque de confiance, il est évidemment transporté par les professions intermédiaires, qui sont elles-mêmes totalement victimisées dans les rouages de l'État social actif, hein, qui ramassent les victimes à la pelle, ou voient passer les trains comme les Polonais pendant la Deuxième Guerre, hein, sans nécessairement dire ce qu'ils croient voir passer. Donc, la question de la construction d'une alliance, donc d'abord d'alliance de sensibilité, de parole et d'expérience, entre les professions intermédiaires et leurs victimes, enfin je veux dire les malades dans les hôpitaux, les pauvres dans les hospices, les mêmes pauvres et les mêmes malades dans les prisons, etc. L'émancipation des uns passera par l'émancipation des autres. Donc ça, c'est extrêmement clair. Nicolas Fries, avec qui j'avais eu la chance de travailler dans la prison de Saint-Maur, dans la résidence musicale qu'il y faisait, il avait rencontré cela de la manière suivante, en termes d'un processus magnifique, extrêmement long, etc., qui n'humanisait pas du tout la prison, mais qui au contraire mettait à cru les rapports sociaux de la prison. Les personnes en détention avaient en fait conquis et des droits culturels et des droits sociaux dans le studio du temps. Et puis là-dessus, Nicolas m'appelle et il dit, écoute, tu sais pas quoi, je suis devant quasiment une grève des matons, qui disent comment ça se fait que les personnes en détention, qui sont des criminels notoires, des salauds, des ordures, etc., ont maintenant une vie plus intéressante que nous, qui avons le doigt sur la gâchette dans nos miradors. Et donc, Nicolas a alors inventé une deuxième étape de sa résidence, qui était de dire, on va faire un séminaire de philosophie avec les détenus et les détenants, mais sous la condition qu'on enlève les uniformes de part et d'autre et que les intervenants extérieurs ne sachent jamais qui est qui. Ça a été une expérience extraordinaire. Parce qu'en plus, je crois que sociologiquement, ils sont très très proches. Il y en a qui se retrouvent d'un côté. Cousin germain, oui. C'est un peu comme les travailleurs sociaux. D'ailleurs, oui, tout à fait. D'ailleurs, les matons, enfin les gardiens, ils sont condamnés. Hein, je veux dire, avoir un métier comme celui-là, c'est un métier qui mérite une condamnation. Enfin. Tiens, moi, j'avais ça me fait penser à une anecdote, tu vois, sur le travail social, et c'est un peu une réflexion qu'on avait avec une amie qui est travailleuse sociale, c'est le côté un peu d'agent double que peuvent avoir, tu vois, cette dimension d'agent double, au final, pour qui tu travailles. Oui. Tu vois, ce qu'on appelle les publics ou l'institution, et comment tu es entre les deux.
Et je me rappelle de quelqu'un qui était en difficulté financière et qui avait dû aller voir une assistante sociale. Et elle racontait qu'elle arrivait dans un bâtiment qui était complètement délabré, et tout ça. Et donc elle se disait, c'est marrant parce qu'en fait, elle n'est de l'autre côté du bureau que parce qu'elle a ce métier-là, mais en fait, elle pourrait gicler en deux et c'est elle aussi qui se retrouverait comme moi à faire le tour des tout à fait. Mais donc, il est temps, donc, pour en revenir à ta question sur l'impasse de la démocratie économique, il est donc temps de revenir à une interrogation critique sur le salariat, mais peut-être pas comme Gortz l'a fait, c'est-à-dire en proposant des voies de sortie, mais à l'extérieur, en disant on fait l'économie communautaire, mais après les heures, quoi, pour le caricaturer. Et donc je crois que l'émancipation du travail dans l'emploi, cette libération-là, est à construire maintenant. Que tout est disponible pour le faire, les capitaux culturels, les capitaux scolaires, l'épuisement des rapports hiérarchiques, l'épuisement des individus. Le burn-out va devenir une destinée générale. Je crois qu'il y a les éléments d'une maturité pour construire un conflit sur la sortie du salariat. Je ne peux plus continuer à livrer ma force à quelqu'un qui va en disposer. Ça n'a pas de sens. Il faut reconnaître que le travail est une forme de théâtre social, que nous en avons besoin pour entrer dans le rapport aux autres, que produire la société, ça mérite effectivement de l'intérêt, que ça s'est appelé le salariat, il faut libérer le travail du salariat. À ce titre-là, on a reçu en février Bernard Friot, je ne sais pas si tu connais. Oui, je le connais bien, je l'adore. Justement, je voulais savoir un peu ton point de vue sur ce système qu'il imagine du salaire à vie, c'est-à-dire que lui, pour le coup, il le formule, il dit à l'inverse, il dit ce n'est pas une sortie du salariat, mais une généralisation du salariat. Oui, c'est la même chose. Ouais. C'est la même chose, on peut voir des deux côtés, c'est le même objectif. C'est-à-dire que Bernard Friot, il pousse la logique de la conquête sociale à son terme. Il dit le salaire socialisé, ce qu'on appelle aujourd'hui les charges patronales, que lui appelle très légitimement salaire socialisé, est la plus belle victoire du mouvement ouvrier. Effectivement, j'ai le droit d'être reconnu et d'être rémunéré au moment où je ne travaille plus. Soit parce que je suis vieux, soit parce que je suis malade, soit parce que je suis... etc. Et donc il dit, c'est effectivement une reconnaissance de chacun dans la société, à perpète. À la différence des utopies libertariennes de l'allocation universelle, qui est pour moi plutôt un cauchemar, effectivement le salaire socialisé, il vise à étendre la reconnaissance de la personne au travail à l'ensemble de la vie de l'individu. Mais ce que Friot n'aborde pas, ou en tout cas que je ne l'ai pas vu aborder dans ses travaux, c'est la question de l'autonomie dans l'hétéronomie, c'est-à-dire en quoi mon désir d'interpréter le monde a-t-il sa place dans les rapports de production. Que je comprenne bien ce que tu dis là, mon désir d'interpréter le monde, c'est-à-dire le sens que tu vas mettre. Oui, le sens que je vais mettre dans ton activité, dans mon activité. C'est pour moi la question essentielle. Hélas, le patronat l'a compris avant le mouvement ouvrier, puisque à travers l'évolution des formes d'extorsion, de l'adhésion des travailleurs aux entreprises, les formes modernes du management, le patronat a compris qu'il pouvait, lui, tenter de canaliser ce désir d'investissement à son profit. Il faut tenter de détourner cette énergie-là pour la canaliser au profit du bien commun, ce qui est une autre destination que celle de la définition du profit par le patron. Ça suppose de contester la définition de la richesse, évidemment. Et d'être sur la revendication de, au final, qui crée cette valeur-là. Oui, tout à fait. Ce qui est donc l'impensé maintenant depuis le milieu du 19e siècle, qui est la question de la démocratie économique. C'est quoi la richesse? C'est quoi la discussion sur la richesse? On sait bien que ça ne passera plus ni par des soviets, ni par des entreprises publiques. Ça passera par une démocratie approfondie sur l'ensemble des lieux de production, en ce compris l'université, en ce compris les hôpitaux,
en ce compris les écoles, en ce compris avec les enfants, et ce, sans limite. Parce que pour revenir un peu sur les institutions de la sécurité sociale, etc., je voudrais t'entendre un peu sur le côté paradoxal qu'elles ont, c'est-à-dire à la fois elles incarnent le compromis que tu disais, et à la fois c'est les plus grandes conquêtes du mouvement social. C'est-à-dire Friot est très critique là-dessus aussi, il revient en disant les ouvriers n'ont pas été les idiots utiles du système. Tu vois, il dit non, ils ont été victorieux, mais que partiellement victorieux. Il s'agit maintenant de généraliser ça. Oui, tout à fait. Ils ont été partiellement victorieux parce que c'est resté dans le vocabulaire de l'autre. C'est resté dans le... c'est d'ailleurs la limite. On est toujours dans les limites d'un compromis qui a une historicité. Donc on ne va pas faire l'histoire à l'envers. On ne va pas aller critiquer la Sécu dans sa conception de 1945. À ce moment-là, effectivement, c'est un compromis positif entre deux visions du monde. Ce compromis va progressivement fonder par la consommation de masse, l'adhésion de masse à la vision du monde, du capitalisme. Ah ouais. Ça, c'est autre chose. Ça fondera ce que Karl Polanyi perçoit en 1943 dans La Grande Transformation, quand il dit « Je crains que nous soyons en train de vivre un immense basculement au terme duquel ce n'est plus l'économie qui est encastrée dans la société, mais la société qui va s'encastrer dans l'économie. » Toi, je ne sais pas quel âge tu avais dans les années 70, etc., mais tu as vu ce retournement se faire. Oh, ça ne se fait pas en un jour. Hein. Si Polanyi l'a vu en 1943, 11 ans avant que je ne naisse. Hein, je te croyais pas aussi vieux, t'inquiète. Je l'ai vécu par tous les pores de ma peau, oui. J'ai eu l'impression, en naissant en 1954, en ayant 6 ans en 1960, de vivre il y a très longtemps. Hein. Il y avait peu de voitures, il n'y avait pas de moyens de communication de masse, il y avait la radio. Puis en 1963, j'ai vu la télévision arriver. Hein. Et puis la numérisation du monde, qui a fondamentalement changé notre rapport au temps. Oui, ça je l'ai vécu bien plus tard, comme tout le monde. C'est-à-dire ça, par exemple, je l'ai vécu en 98. 98, c'est hier soir. Quoi. Il y a là-dessus un livre splendide, écrit par un Allemand de l'école de Francfort, Hartmut Rosa, qui s'appelle L'accélération, et dans lequel il explique, c'est vraiment un livre capital, comment la mutation qui s'opère à l'ère numérique est une mutation aussi fondamentale que l'invention du langage chez les premiers hommes, et puis l'invention de l'écriture quelques dizaines de milliers d'années avant notre ère, et puis l'invention de l'imprimerie qui fit la charnière vers la Renaissance, et puis aujourd'hui l'ère numérique qui effectivement, comme les autres mutations essentielles des modes de communication entre les humains, change fondamentalement le rapport à l'espace et au temps. Et donc là, tout est à imaginer. Moi, j'aurais encore une question à te poser. Oui. C'est sur le mouvement ouvrier dans sa dimension culturelle a pu exister parce qu'il y avait ce nous très fort qui était nous sommes les ouvriers et qui existait aussi parce que le permettait quelque part l'organisation du travail de l'époque, qui était l'industrie. Voilà. Aujourd'hui, on a eu, tu vois, on a pris un phénomène de désindustrialisation. Alors je ne dis pas du tout qu'il y a plus d'ouvriers qui existent, mais en tout cas là, cette identité s'est partiellement effondrée. Donc quelle identité collective on pourrait retrouver pour repartir à l'offensive? Oh là. Alors très très évidemment, la réponse va être complexe parce qu'il n'y aura plus de nous simples. D'abord, ce serait se tromper d'époque de nouveau de croire que ça a été simple. Construire un nous a demandé des décennies. Passer de la classe objective à la classe subjective, hein, comme disait Marx. Ouais, tout à fait. Construire la conscience de classe, ça ne s'est pas du tout fait en un jour. Ça s'est fait dans
plusieurs décennies. Il a fallu que le nous soit les nous des métallurgistes, et puis le nous, et puis le nous des autres professions et des autres métiers, et puis des autres secteurs. Et puis il a fallu accepter d'interprofessionnaliser tout cela. Donc ce nous-là est très long à construire. Ce qui est clair, et ça, ça va dans le sens de Friot, c'est que la destinée du salariat est une destinée qui s'est généralisée. Que la destinée de la condition d'être exploité, aliéné et dominé est aujourd'hui partagée. Donc les ouvriers, aujourd'hui, c'est devenu tout le monde. Les infirmières sont ouvrières, les instituteurs, les professeurs d'école, les enseignants même de l'université, ben oui, sont des prolétaires. Mais les cadres sont des prolétaires. Ce génial Kerviel là, qui est parti avec 5 milliards d'euros, je ne sais plus, est manifestement un cadre victime d'une organisation. Non, mais donc je vous dis que la prolétarisation, on va dire ça comme ça, c'est plus conceptuel, c'est plus juste. La prolétarisation est aujourd'hui infinie. Donc le nous, il est infiniment plus nombreux et plus vaste. Mais la conscience pour le construire, ce nous, passe par des réseaux beaucoup plus complexes. Parce que, en parlant de Kerviel et de l'institutrice et de l'agent social et de l'agent de détention et de l'agent d'insertion, etc., on désigne des mondes qui ne partagent plus spontanément les mêmes codes. Donc faire des alliances transcodes, c'est beaucoup plus complexe. Je ne sais pas comment ça va se faire. Je ne sais pas. Il faut le faire pour le savoir. Parce qu'aujourd'hui, on a les syndicats, on a les partis politiques qui ont été hérités de ce mouvement ouvrier, qui sont en crise complètement. Enfin, la situation est différente, notamment pour les syndicats entre la Belgique et la France. En tout cas, ici, c'est très prégnant. Alors que, on sent qu'il y a une espèce d'énorme colère sociale dans l'air, mais que cette colère-là ne bénéficie pas à ces organisations-là qui sont exsangues. Au contraire, cette colère les détruit. François Dubé disait, après les émeutes des Minguettes en 86, c'était la dernière page de l'IB, je la vois encore, c'était « il y a des émeutes parce qu'il n'y a pas de conflit ». La clé est là. Quand il n'y a pas les forces et les formes qui permettent de transformer une violence en un conflit, le conflit, c'est-à-dire, le conflit, c'est pas la guerre. Le conflit, c'est justement l'inverse de la guerre. Le conflit, c'est de se parler alors qu'on a des intérêts, des situations et des visées différentes, contradictoires. Alors, à défaut de conflit, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste l'émeute. L'émeute intérieure, expliquer, se tuer de différentes manières, ou l'émeute extérieure, qui, elle, s'attaque aux symboles de la vie commune. On dirait aujourd'hui, comme des moutons bêlants, le symbole du vivre ensemble. Donc il faut déménager les conflits. Déménager les conflits, c'est extraire des savoirs socio-stratégiques de ces expériences-là pour inventer une nouvelle vision du monde. Ça s'appelle l'éducation populaire. Oui, je crois, oui. Je crois. Et une toute dernière question, en fait, très liée à ça, c'est que moi, avec la méthode de l'éducation populaire, j'ai beaucoup travaillé dans des quartiers populaires, ici à droite à gauche. Et ce qu'on voit, c'est que les espaces sont quadrillés, tu vois, par les dispositifs publics, etc. Et qu'on est toujours cantonné dans un rôle de... C'est aussi, je reviens à ce que je disais sur travailleurs sociaux agents doubles. Dans un rôle, c'est-à-dire que tant qu'on fait de l'animation, on va dire, occupationnelle, récréative, tu vois, etc., tout à fait. Tout va bien, jusqu'au jour où en fait on arrive à créer des groupes qui se pensent en tant que force politique autonome, mais capable de revendiquer des droits pour eux-mêmes. Et c'est là que gît l'importance du travail culturel, parce qu'il permet effectivement de déménager les problèmes en les symbolisant. Ça ne les résout pas, mais ça permet de faire signe. Et donc, dans des résidences d'artistes comme celle de Nicolas Fries, il y a non pas la culture au sens où on va aller humaniser la situation pour que les gens la supportent, on va aller la renverser symboliquement, c'est ça. Renverser symboliquement le monde, c'est là que ça démarre. Parce que c'est là que ça casse la stigmatisation, et la stigmatisation, c'est l'organisation de la misère. Eh bien, merci. Vive l'égalité.
On va les poter.